Bonjour à tous, je suis Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec. Depuis plus de 12 ans, la Caisse est fière d'être associée au Festival Québec en toutes lettres. Pour nous, c'est une occasion idéale de nous associer à un événement de qualité et de donner accès à des activités culturelles et une programmation diversifiée aux gens de Québec. Je tiens à féliciter sincèrement les organisateurs de cette activité pour la qualité exceptionnelle de l'événement. Et je remercie tous les membres de la Caisse de Québec de nous permettre de faire une différence dans la communauté. Bon festival! Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec une joie immense que je salue les festivalières, les festivaliers derrière leur écran. Le temps de cet entretien présenté dans le cadre de la 12e édition du Festival Québec en toutes lettres, là, qui se conclura le 24 octobre prochain et qui ne pourrait pas avoir lieu sans l'appui de nos partenaires, nombreux partenaires. Je pense notamment à BCF Avocats d'affaires. Ces grands entretiens, vous le savez, ça nous permet de plonger dans l'univers de créatrices, de créateurs qui nous inspirent, qui nous enthousiasment. Et j'ai cette grande chance aujourd'hui de m'entretenir avec une écrivaine d'exception que j'apprécie particulièrement et qui ne cesse de nous épater livre après livre. Mélisse de Kerangal, bonjour, bienvenue au Festival Québec en toutes lettres. Bonjour. On aurait Bonjour. beaucoup aimé vous accueillir ici à Québec, mais évidemment, cette pandémie qui n'en finit plus nous oblige à vous parler à distance. Vous vous trouvez dans votre demeure parisienne, si je comprends bien. Oui, je suis à Paris, je suis dans l'endroit où je travaille, en fait, plutôt dans mon bureau. Voilà. D'accord. Donc, avant de commencer, Mélisse de Kerangal, laissez-moi vous présenter brièvement. Vous êtes née à Toulon, tout au sud de la France, puis vous avez grandi au Havre, tout au nord du pays. Vous avez étudié en sciences sociales, en histoire, en philosophie, en ethnologie. Vous avez rapidement travaillé dans le milieu de l'édition, particulièrement chez Gallimard. C'est au tournant du millénaire que vous avez publié Je marche sous un ciel de traîne, votre premier roman, aux éditions Verticales, une maison d'édition à laquelle vous êtes toujours fidèle plus de 20 ans plus tard. Vous avez ensuite enfilé les publications, toujours bien accueillies, jusqu'à cette consécration en 2008 avec le roman Corniche Kennedy, qui vous vaut d'être finaliste à de nombreux prix littéraires, dont le Médicis, que vous recevez 2 ans plus tard avec le formidable Naissance d'un pont. Formidable, on aura l'occasion d'en reparler. Nouvelle consécration en 2014 avec Réparer les vivants, roman inoubliable qui doit probablement atteindre aujourd'hui près du demi-million d'exemplaires vendus. Aussi régulière que métronome, les années suivantes voient notamment paraître Un monde à portée de main et plus tôt cette année, le recueil de nouvelles Canoë. Nous allons avoir l'occasion de parler de ce riche parcours au cours de la prochaine heure. Mais ma première question serait peut-être tournée justement comment recevez-vous une telle synthèse de votre parcours, un tel résumé des années passées? Alors, je dois quand même dire que je suis impressionnée parce que, en fait, je me rends compte que ça fait déjà un certain temps que je publie. Pour moi, c'est toujours assez récent. Mais en fait, mon premier livre a été publié il y a plus de 20 ans. Donc, en fait, quand je reçois voilà, cette synthèse, je me rends compte que ça fait 20 ans, finalement, que, que l'écriture a pris cette importance dans ma vie. Ça a été d'ailleurs assez progressif pendant on dirait jusqu'à Naissance d'un pont. C'était voilà, la première, les 10 premières années. J'avais aussi un autre métier. J'étais donc éditrice, notamment de guides de voyage ou de livres pour la jeunesse. Et puis, vers 2008-2010, voilà, il y a eu une espèce d'appel d'air et finalement voilà, l'écriture est passée devant et je vois aujourd'hui ce que j'entends quand vous dites ça, voilà, que ça habite complètement ma vie, que c'est à ça que je consacre mon temps et que voilà, il y a une espèce de dimension aussi temporelle du travail, voilà, qui s'est beaucoup intensifiée à partir de 2010 en fait. Et là, on a cité les romans qui sont voilà, un peu les jalons de mon travail, mais c'est vrai que j'écris aussi beaucoup d'autres textes qui sont un peu des pas de côté, des récits documentaires, des nouvelles, voilà, autre chose, des textes plus d'intervention.
Et en fait, voilà, je me dis quand je vous écoute, voilà, c'est que ça commence à être assez, voilà, assez consistant, en fait. Voilà. Absolument, ça l'est absolument. D'ailleurs, j'ai le goût de vous ramener parce qu'on fera le tour de cette vie d'écriture au cours de la prochaine heure avec grand plaisir, mais j'ai le goût de vous ramener d'abord à votre enfance, hein, cette enfance au bord de l'eau, hein, père et grand-père marin, euh, l'air salin, le son des vagues, la clameur des plages en été. Que gardez-vous de cette enfance? Alors, c'est vrai que je pense que l'imaginaire d'un auteur doit beaucoup au paysage où il a façonné sa sensibilité d'une certaine manière. Et je pense qu'évidemment, on n'écrit pas de la même manière si on écrit dans une grosse ville ou dans une ville de province, au bord de la mer justement, ou dans une vallée encaissée de montagnes. Les imaginaires sont différents. Et pour moi-même, quand je m'intéresse à un auteur, la donnée biographique qui me stimule, c'est souvent de savoir quelle est sa provenance, où est-ce qu'il a grandi, sa géographie, en fait. C'est très important pour moi. Et si c'est important, c'est parce que je pense véritablement que ça a une influence dans l'écriture et dans l'imaginaire. Et évidemment, dans mon travail, c'est très présent. Notamment, j'ai écrit un roman entier qui se passe donc sur un rivage qui était Corniche Kennedy, hein, où des adolescents voilà, occupent une plateforme comme ça au-dessus de la Méditerranée et s'y donnent rendez-vous pour plonger. Donc il y a un roman entier qui a été conçu sur un rivage et puis voilà, cette notion ensuite le roman sur les ponts. J'ai grandi dans l'estuaire de la Seine, donc dans un gros port, un port qui est aussi un port de haute mer, mais qui est un port fluvial. Et il y avait ces grands ponts qui se construisaient et qui ont véritablement habité mon enfance. Et je crois que de en plus de ce monde de la mer, dans lequel travaillait mon père, essentiellement aussi mon grand-père et même mon mari. Il y a cette idée quand même une espèce d'inconnu, de l'horizon. Vous voyez, je trouve que ça fabrique réellement un imaginaire assez puissant. Et aussi moi, c'est pas forcément la mer, c'est vraiment la position de rivage, hein, c'est-à-dire vraiment de se tenir finalement au bord du monde, dans une position souvent d'attente ou d'observation. Et ça, je pense que je le dois à cette enfance au Havre, parce qu'en fait, voilà, mon père naviguait au long cours. La rade du Havre, elle est toujours traversée, parcourue de cargos, de tas de bateaux, de conteneurs, etc. Et je trouve que voilà, ça fabrique une certaine idée du mouvement et puis immédiatement voilà, ce sentiment de la géographie qui est quand même très important dans mon travail. Puis un émerveillement des possibles aussi, cette ouverture-là au monde. Parce que l'horizon, c'est la promesse, hein. L'horizon, c'est voilà, c'est quelque chose qui peut avoir un aspect inquiétant, hein, de grandir devant un horizon. Il peut y avoir un aspect inquiétant, on ne sait pas, mais c'est aussi la promesse, et comme vous le dites, cette fameuse expression l'horizon des possibles, c'est-à-dire que voilà, tout peut arriver. Et je pense que ça, c'est quelque chose quand même qui a quand même pas mal façonné voilà, je disais mon imaginaire, mais peut-être même aussi une façon de raconter des fictions, une façon de narrer. Ça, je pense que c'est vraiment important. Un certain rapport au mouvement aussi. Vous voyez, mon père a d'abord navigué assez longtemps, mais après, il a été pilote au port du Havre et c'est un métier, vous voyez, où on rentre et on sort du port sans cesse de manière assez oscillante. Et c'est vrai que voilà, on part et on revient. Donc il y a aussi des figures, la figure du retour notamment qui est importante et qui m'intéresse beaucoup, dans la mesure où je pense que écrire, c'est aussi un moyen de faire retour sur justement sur des souvenirs, sur des sensations, sur des émotions. Et voilà, je pense que tout ça fabrique quelque chose d'assez puissant pour moi.
Avant de revenir à cet univers-là de l'enfance, vous avez néanmoins quitté cette région pour vos études. Vous êtes allé vous installer à Paris. Je le disais tout à l'heure, des études en sciences sociales, en sciences humaines. Euh, Vous n'avez pas étudié la littérature. Comment ce contact-là avec les livres, avec la littérature est survenu de votre côté? Est-ce que la lecture, la littérature occupait une place importante dans votre enfance? Puis sinon, à Oui, quel moment ça a pris oui, oui, un oui. espace plus grand? Non, moi, j'ai grandi dans un milieu qui n'était pas un milieu intellectuel, mais qui était un milieu, une maison où il y avait beaucoup de livres, hein, avec des parents lecteurs et qui avaient des auteurs fétiches. Vous voyez, c'était quand même une maison pleine de livres. Ma mère a travaillé un temps dans une association de bibliothécaires. Elle nous confiait souvent à la bibliothèque municipale du Havre quand elle partait faire des courses, etc. Donc en fait, moi, le rapport au livre, finalement, j'ai réfléchi souvent, il est venu beaucoup d'une part de la bibliothèque, vraiment de la bibliothèque de près, et cette espèce d'ivresse d'avoir tous les livres dans des rayons voilà, et qui stimulait un espèce d'appétit de lecture, de découverte, etc. Ça a été très fort. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que je suis aussi d'une famille où il y a cette notion de, ça je l'explore depuis peu de temps, mais où il y a la notion de la narration, c'est-à-dire du conte, de raconter des histoires. Et c'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans la famille de mon père. Et lui-même, vraiment, dans l'enfance, voilà, nous racontait des histoires à épisodes, vous voyez, tous les soirs, une autre histoire. Et ça, c'était une espèce d'oralité de la littérature. Il inventait son histoire au fur et à mesure. Et je pense que ça, j'en ai gardé une émotion assez forte. Et ensuite, j'ai pas fait, je suis allée à Paris, après je suis allée à Rouen, puis je suis retournée à Paris. Et j'ai fait des études, si vous voulez, qui m'ont mis en contact avec des textes qui n'étaient pas des textes littéraires, vraiment. Après, j'étais aussi dans des prépas littéraires comme il y a en France, donc j'ai continué à faire des lettres assez longtemps, mais je me suis spécialisée plutôt dans les sciences humaines et puis les sciences sociales. Et c'est vrai que c'était d'autres textes. Et je vois aujourd'hui encore, et puis j'ai beaucoup vu dans les romans, notamment à partir de Naissance d'un pont, l'importance aussi de ce champ intellectuel et de ce champ de la pensée. C'est-à-dire, c'est aussi un lien à l'histoire, des liens à des formes de documentation aussi, à l'importance par exemple de l'anthropologie ou de l'ethnologie que je peux capter dans mon travail de roman, un rapport à l'observation aussi, je pense, qui vient vraiment alors de ces sens-là, un rapport à la description, et ça a été très important. Et si vous voulez, la littérature, la poésie, en revanche, ça m'a jamais, ça m'a jamais quittée. J'étais une enfant quand même, quand même lectrice, même très lectrice. Et c'est vrai que j'ai beaucoup lu aussi dans les années d'études, parce que voilà, moi j'étais dans une filière littéraire. Mais c'est vrai que je vois maintenant qu'en regard des fictions romanesques, enfin des romans, du théâtre, de la poésie, j'ai été le contact avec ces textes, enfin avec ces textes qui étaient d'une autre écriture, notamment voilà, l'écriture plus scientifique ou l'écriture plus documentaire ou l'écriture sans fiction, justement. En fait, aujourd'hui, je trouve que ça constitue une forme de richesse pour moi et une ressource aussi, et une culture aussi. Vous Voilà. ouvrez plusieurs portes, là. J'ai le goût de toutes les ouvrir en même temps parce que d'abord, ce regard par rapport à la bibliothèque, où encore là, j'ai l'impression qu'on touche à l'émerveillement des possibles, même que vous trouvez sur le rivage devant la mer.
Ensuite, la parole du père, la parole du grand-père, là, qui est très importante aussi chez vous, l'art de raconter, c'est quelque chose qui est très présent. Puis ce parcours-là plus scolaire qui, en effet, a une influence directe sur l'œuvre que vous construisez. On aura le temps d'en reparler brièvement, mais je trouve formidable toutes ces portes-là. La bibliothèque, rapidement, la bibliothèque, j'y avais déjà réfléchi, hein, mais vous voyez comment est-ce qu'à un moment donné, on rencontre la lecture et ça. Mais la part d'oralité hein, qu'il y avait dans mon enfance, notamment avec cet art de raconter qui se faisait donc à l'oral et qui quand même nous subjuguait. On était 5 enfants, enfin j'avais des frères et sœurs. C'est quelque chose, en fait, je crois que ça a été très important, beaucoup plus, enfin, j'y suis très attentive en ce moment, aussi parce que je viens d'écrire sur les voix, et vous voyez, la part d'oralité dans la langue, la part aussi orale, elle est très émouvante, et je voudrais juste finir là-dessus parce elle nous reconnecte toujours à un temps où la littérature n'existait pas sous la forme d'un livre, mais existait sous la forme d'un grand poème qui était dit de place en place par les Aèdes. Et c'était ça que partageaient les êtres. C'était ça la fiction, en fait. C'était pas des livres, c'était des histoires que l'on racontait. Et pour moi, ça a pris pas mal d'importance, en fait. Je vois bien que l'attention que j'ai, moi, dans la sonorité, voyez, le fait que moi je lise aussi mes textes à voix haute, etc., pour que je vois comment ils sonnent et comment je les entends. Je pense que ça vient aussi de cette culture-là, qui est une culture assez orale. Voilà. Puis qui trouve écho ici au Québec parce que c'est une culture très importante, cette tradition orale-là aussi. Je trouve qu'il y a une parenté intéressante à soulever. On va poursuivre un peu votre parcours parce que là, on arrive peut-être vers la fin vingtaine, début trentaine. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez travaillé dans le milieu éditorial, vous éditiez, vous collaboriez, vous éditiez des guides de voyage ou également des livres jeunesse chez Gallimard. Vous avez créé votre propre maison d'édition, jeunesse également, le Baron Perché. Mais un jour, tout à coup, ce désir d'écrire se fait sentir. Hein. Je le disais, vous êtes au début de la trentaine pratiquement. C'est le moment, en tout cas, où paraît votre premier roman, Je marche sur un ciel de traîne, qui est le roman d'une errance, je dirais, d'un homme essoufflé. Ça peut sembler tardif pour certains, cette arrivée en littérature. Ça a été quoi le moment, l'élément déclencheur, je dirais, de cette volonté d'écriture? Alors, ça reste quand même quelque chose d'assez opaque pour moi parce que j'ai travaillé, comme vous le disiez, d'abord pour des guides de voyage et c'est un travail que j'ai adoré puisqu'en fait, voilà, c'était aussi un rapport à la géographie, à la carte, un rapport aux histoires qu'on me racontait. J'allais interroger donc des érudits locaux, etc. Enfin, c'était formidable. Puis après, j'ai travaillé plus pour la jeunesse. Alors, j'ai créé une maison d'édition qui n'était pas à moi, j'en étais pas propriétaire, je l'ai créée au sein d'un groupe et j'y ai travaillé 4 ans. Et c'est vrai que en 2000, enfin, j'ai publié ce premier texte, mais en fait que j'ai écrit, je devais avoir 29 ans, et je l'ai écrit de manière assez soudaine, comme un passage à l'acte, en fait, lors d'un séjour que j'ai fait au Colorado et que je raconte dans Canoë. C'est le grand texte, je sais pas, petit roman, novella, etc., qui s'appelle Mustang. Et c'est vrai que à ce moment-là, je suis arrivée dans ce pays où dont je parlais la langue, mais je dis à un moment donné dans une autre nouvelle qui s'appelle Ontario, dans un anglais pourri, donc qui n'était pas génial. Il y a eu la rencontre de la solitude, en fait, vraiment. C'est-à-dire que moi, je suis passée d'un travail où je voyais tout le temps plein de monde, etc. Je parlais avec plein de gens, à un travail, un laps de temps comme une poche, hein, très, très solitaire. J'avais mon petit garçon, mais une fois qu'il a été à l'école, vous voyez, il faisait toutes ses journées pour moi. Et c'est vrai que de manière assez comme un instinct, c'est vrai que j'ai commencé à écrire ce roman qui capte des tas de thèmes, de motifs qui étaient les miens à l'époque et notamment qui revient sur ce travail de guide de voyage et
d'éditrice de guide de voyage, parce qu'il y a un personnage qui est une éditrice, et puis il y a des illustrateurs, il y a une façon de racler un peu les paysages, d'un certain rapport à l'histoire. Et c'est vrai que de ce roman, enfin, ce qui s'est passé vraiment pour moi, c'est que dès les... Ça, je m'en souviens et je peux en témoigner, c'est que je suis rentrée dans ce mouvement, dans ce roman assez profil bas. Vous voyez, je n'avais pas de grande idée sur la littérature. Il va falloir faire ça. Il faut, voilà, il faut tout reformer. J'étais plutôt dans assez profil bas. J'avais envie d'écrire. J'avais aussi envie d'habiter ce temps. J'avais envie de raconter quelque chose. J'avais envie aussi de travailler le langage. C'est vrai que j'étais assez déstabilisée par ce voyage et très dépaysée. Et c'est vraiment dans ce moment de vacillement que l'écriture est survenue. Il y a eu vraiment une brèche dans ma vie. Hein. C'est vraiment un travail très prenant. Et puis tout d'un coup, une espèce de laps qui s'ouvre comme une brèche temporelle et plein de choses sont apparues. Et de cette période, je me souviens surtout de l'intensité que qu'a représenté pour moi l'écriture de ce livre, en fait. Ces journées, cet autre rapport au temps que j'ai découvert, cet autre rapport évidemment à la mémoire. Et je dois dire que ça a été si intense qu'en fait, bah, après, j'ai jamais cessé d'écrire, en fait. Ça a été une expérience extrêmement intense. Alors, elle attendait forcément depuis longtemps, vous voyez, parce que j'écrivais des petits trucs, des choses comme ça. Je pense qu'il y avait un piétinement souterrain depuis longtemps qui m'agitait. Je m'étais essayé à des petits scénarios, des choses comme ça. Et puis, tout d'un coup, ce grand laps de temps qui s'ouvre, ce désir de parler, voilà, d'une petite ville et d'une maison qui sont très chères pour moi. Et je suis rentrée dans ce livre. Et ça a été vraiment un moment d'une grande intensité et aussi un moment de découverte. Alors, après, il y a eu la publication, c'est-à-dire qu'en fait, je suis vraiment allée jusqu'au bout de ce texte et, et j'ai cherché à le faire publier, là encore, de manière assez aléatoire, mais quand même assez déterminée. Et puis, j'ai rencontré Bernard Wallet, qui était l'éditeur de Vertical. Et puis, après, il y a eu voilà, après, j'ai écrit un autre livre. Et puis, voilà, vous voyez, les choses se sont mises en place, pour ma part, très progressivement. C'est-à-dire que, vous voyez, je ne pense pas du tout que je sois devenue écrivain au cours de ce séjour. C'est pas du tout ça qui m'est arrivé. Il se trouve que j'ai écrit un texte, une fiction. Et puis, dans les années qui ont suivi, voilà, il y a quelque chose qui a pris de la place, une intensification du rapport à l'écriture et au langage. Et il y a quelque chose qui a vraiment, qui s'est stabilisé en moi, qui était vraiment c'est peut-être de le faire pour une première fois qui a enclenché ce si puissant désir d'écrire. C'était quelque chose que j'ai abordé assez calmement, en fait, je crois. Mais c'est en le faisant que j'ai aimé le faire et que ce désir d'écrire a vraiment éclos et finalement m'a attrapée tout entière. Et vous nourrit encore aujourd'hui. Avez-vous l'impression que sans ce déracinement, sans cette solitude, sans ce séjour américain, que vous auriez pu ne jamais devenir écrivaine, en fait, parce que c'est là que tout s'est révélé d'une certaine façon, cet appétit-là que vous portiez en vous, mais qui s'est concrétisé d'une certaine façon. C'est très fort ce que vous dites et c'est très troublant parce que, savez-vous, je me pose souvent cette question. Je me dis, mais au fond, si j'avais pas été là-bas, si j'avais pas eu tout ce temps, parce qu'en fait, on est souvent dans des discours assez romantiques par rapport à la littérature, que ce qui compte, c'est les idées, etc. Mais d'abord, il faut du temps et un lieu pour écrire. C'est des conditions extrêmement concrètes. C'est d'abord un espace-temps pour ça. Et tant que ça, on n'arrive pas à l'instaurer dans sa vie, ça peut prendre des formes totalement multiples. Néanmoins, il faut que ça existe. Hein. Ça peut être une table de café, ça peut être un bout de lit, etc. Mais il faut qu'il y ait un temps et un espace pour le faire. Et moi, je l'ai eu vraiment à ce moment-là.
Et quand j'y pense, parfois, je me dis, voilà, j'aurais pu très bien ne jamais devenir, voilà, devenir l'auteur d'aujourd'hui, quoi. Et je me dis aussi que ce qui est beau dans ce voyage, dans ce séjour américain, c'est que d'abord ça se soit passé à l'étranger, ça je trouve ça assez romanesque en fait, mais c'est aussi l'idée que bah, je ne suis pas passée à côté de quelque chose de moi qui a été si important. C'est-à-dire que c'est comme si ce voyage était venu en fait activer, cueillir, animer en moi quelque chose qui m'attendait et qui était là probablement très désactivé. Ouais, je me raconte un peu ça comme ça, je sais, Oui. je Puis me dis. ce qui est assez formidable, c'est que vous avez su préserver à partir de là un temps et un espace. Celui que vous évoquez, là, vous dites écrire demande un certain temps, un espace. Vous avez su trouver une place dans la durée pour cet espace-là. Vous vous trouvez d'ailleurs, je crois que vous le disiez tout à l'heure, dans un espace à Ouais, vous, là, votre espace de création. oui, oui, qui est un espace, en fait, qui est le même depuis 20 ans, hein, qui est l'espace où j'ai corrigé finalement ce premier roman. Et puis voilà. Et alors, c'est toute cette histoire de A Room on his Own, hein, l'histoire de Virginia Woolf, hein, Une chambre à soi. Mhm. Et je pense, moi, j'ai aussi une autre vie qui est plus collective, enfin, qui a été une vie, une, voilà, une vie dont je dois me séparer pour écrire, en fait. Il faut que je crée euh, une distance avec cette vie-là et du coup que j'organise un espace assez étanche, un espace où je puisse me reconnecter à cette sentiment de solitude aussi, vous voyez, à une forme de silence pour écrire. Et cette chambre, je vois bien, puisqu'il s'agit d'une chambre de bonne, je vois bien elle est essentielle dans mon dispositif. Vous voyez, c'est quand même très important quand je ne dis pas que je ne peux pas écrire ailleurs, mais je n'ai jamais écrit réellement un livre en dehors de cette chambre. Voilà. Mhm. C'est un élément Ouais, clé pour votre très, processus très, créatif. très central, d'autant plus que voilà, chez moi, il y a du monde, il y a une vie familiale avec il y a eu longtemps du passage, beaucoup. Et, je pense que c'était. Voilà, et j'ai eu ce réflexe presque très, très fort de décider d'occuper un espace et de me l'approprier Mhm. et de le. Ça a été très. Je pense que ça a été très important. Absolument, j'en doute aucunement. Après, donc, ce premier roman, vous en avez publié trois autres, romans ou recueils de nouvelles, novella. Euh, Vous avez publié en 2008 Cornish Kennedy, on l'évoquait tout à l'heure, un magnifique roman qui suit une bande d'adolescents marseillais qui s'attarde notamment à leur rapport avec l'autorité. Ce roman-là, je le disais, vous a valu des critiques plus qu'élogieuses, des premières nominations au Grand Prix littéraire. Est-ce que ça a été un moment tournant dans votre parcours ou vous le Euh, situez comment? oui, alors je pense que ça a été le recueil d'avant qui était paru en 2006, c'était deux novellas qui s'appelaient Ni fleurs ni couronne. J'ai eu des premiers articles, mais j'ai réellement été découverte avec Cornish Kennedy, c'est-à-dire ça restait assez modeste, hein, mais voilà, j'ai pas été finaliste de Grand Prix, hein, mais j'ai dû être présente, oui, sur un Grand Prix littéraire, peut-être le Femina ou le Médicis, je me Le souviens. Médicis, je crois que vous étiez finaliste au Médicis quand même pour ce livre-là. Et ça, ça a été incroyable en fait, hein. C'était vraiment l'idée d'être quand même découverte, mais le vrai moment où j'ai été lue, c'est avec Naissance d'un pont. Naissance d'un pont, donc qui est Qui paru est en quelle année paru déjà? 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Et là, ça a été important. Ça a été vraiment important. Il y a eu une réception critique assez importante. Il y a eu le prix Médicis, le prix Franz Hessel. Il y a eu les premières traductions. C'est un livre, voilà, si vous voulez, j'avais été quand même
un peu repéré avec Cornish Kennedy et puis avant avec, Ni Fleur ni Couronne. Mais le moment quand même où je peux dire il y a un peu une espèce de... Vous savez, dans les rentrées littéraires, il y a toujours un auteur qui est un peu comme une révélation. On dit la révélation de la rentrée. Là j'étais un peu dans cette position-là, vous voyez. Ah ouais. Ça a été vraiment important. Et c'est vrai que ça m'a donné euh, beaucoup de joie. Enfin, vous voyez, c'est un livre qui a eu un accueil très fort. Et je crois aussi que c'est des moments comme ça. Bon, il y a une espèce d'envol aussi, hein, c'est-à-dire, en fait, c'est cette question très, très intense des lecteurs, en fait. Hein. Parce qu'en fait, évidemment qu'on n'écrit pas, personne n'écrit pour avoir un prix littéraire, etc. Mais en revanche, on écrit parce qu'on veut être lu. Vous voyez, moi, si j'avais la certitude que personne ne lisait jamais mes livres, je ne sais pas si j'aurais vraiment eu le courage d'écrire sans être lu. Donc, vous voyez, la réception d'un livre, c'est surtout la question finalement des lecteurs qui soudain sont là et que vous pouvez rencontrer dans les librairies, etc. Et soudain, vous rencontrez des gens qui vous ont lu, et il y en a beaucoup. J'avais fait quelques rencontres, pas mal même avec Cornish Kennedy, mais c'était tout de même plus modeste. Là, avec Naissance d'un pont, c'était quand même important. Et j'ai trouvé que c'était même très fort, parce que finalement, un prix littéraire comme le prix Médicis, c'est voilà, c'est un prix, si vous voulez, qui garantit une forme de visibilité au livre, et qui fait que les lecteurs sont là, en fait. C'est aussi bête que ça. On est lu, et soudain, on est lu, et c'est important. Et ça a été un moment très fort pour moi. J'en doute aucunement. Puis, je dois admettre que moi, c'est par ce livre-là que je vous ai découvert et que je suis retourné lire ensuite certains de vos romans précédents, mais ça avait été un grand moment de lecture pour moi. C'était un de mes grands coups de cœur de l'année. D'ailleurs, je crois là, que ça vaut la peine que j'invite nos spectateurs à y plonger si ce n'est pas fait encore, parce que c'est un roman d'une grande inventivité, d'une grande originalité. Hein. Si on le repositionne, ça décrit sommairement la construction d'un pont dans une ville fictive de la Californie par le regard de différentes personnes qui gravitent autour de cette construction-là. Parlez-nous un peu de cette démarche-là autour de... Alors, c'est vrai que j'étais assez embarquée dans l'idée d'écrire une épopée contemporaine, c'est-à-dire une épopée donc dans le pur genre épique, c'est-à-dire un récit qui est conduit par l'action. Hein. Dans sa définition, c'est une épopée, voilà, c'est un récit qui avance, voilà, où on accomplit des actions. C'est la notion d'action qui tracte un peu la narration, quoi. Et j'avais aussi envie de réfléchir sur la mondialisation, sur le changement des paysages. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces paysages qui changent? Et qu'est-ce qui change quand on change? Qu'est-ce qui nous change quand nos paysages changent? Enfin, tout ça, je trouvais que c'était assez fort comme interrogation. Et puis, j'avais aussi envie d'un livre assez choral, assez polyphonique. Donc, et où il puisse y avoir des figures majeures, mais où il n'y ait pas vraiment de personnage principal, c'est-à-dire le grand totem de la littérature, le grand personnage qui va écraser tous les autres. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est mettre en place voilà, un ensemble de corps, de voix, de noms, et donc voilà, cette population qui vient construire ce pont et qui aussi se heurte à la population de la forêt, que ce pont va immanquablement perturber, voire détruire. Donc c'est un roman qui regarde ça. C'est pas encore un roman du tout écologique. Je pense qu'il y a 10 ans,
aujourd'hui, j'intensifierais probablement cette question-là. Mais c'est un roman qui pense voilà, la disparition des langues, la sanctuarisation des lieux, et surtout la manière dont voilà, le grand mouvement du libre-échange mondial affecte et vient changer nos villes et nos paysages. Ça, c'est un truc qui m'intéressait énormément. Et c'est un roman, pour le coup, je finis, en fait, euh, je, je, sur le plan littéraire, c'est un roman qui a été important pour moi parce que c'était le premier roman des trois. Enfin, après, il y a eu Réparer les vivants et Un monde à portée de main. Ce sont des romans où j'ai travaillé aussi une écriture qui incorpore des matériaux antilittéraires, enfin, souvent indignes de littérature, que sont les lexiques plus techniques, les vocabulaires spécialisés, etc. Et c'est une langue finalement assez baroque, hein, où on trouve de l'oralité, beaucoup de descriptions, etc. Mais où il y a aussi enchâssé dans la phrase ces mots bizarres qui n'ont pas vraiment droit de citer en littérature. Et ça, c'est aussi un livre où il y a une part de recherche documentaire qui était importante, une part d'exploration. J'ai été passer un mois à San Francisco. Alors, ça se sent pas tellement, mais en fait, moi, je sais que ça a été très important. J'ai rencontré un anthropologue, justement, qui s'occupait voilà, qui étudiait finalement la disparition des Indiens et leur existence aussi, et leur présence dans la baie. Et puis, j'ai été aussi en France rencontrer des ingénieurs. Vous voyez, j'ai mis en place une espèce de méthode qui consiste à aller chercher des matériaux que l'on ne retrouve pas forcément dans le livre d'ailleurs, mais qui moi, quand même, m'ont permis de construire ce pont et qui soit debout à la fin du livre. Parce qu'évidemment, quand j'ai commencé à écrire le roman, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un ouvrage d'art, ce que c'était que la construction d'un pont. Et en fait, cette façon de travailler, je l'ai intensifiée avec Réparer les vivants, vous voyez, où il y a à la fois sur le plan du langage, où j'ai eu envie de faire entendre aussi la langue médicale, la langue du corps, la langue des opérations chirurgicales, la langue de la cardiologie, voilà, vraiment être dans cette espèce d'écriture un peu cardiaque, cardiophonique, hein, on va dire. Et puis après, dans Un monde à portée de main, où il s'agit on est sur les pas d'une jeune femme qui apprend à peindre et qui se pose un peu la question, c'est quoi inventer, c'est quoi l'illusion, parce qu'elle peint des décors, elle peint des trompe-l'œil. Et là, j'ai eu besoin d'aller sur les sites, de m'approcher de ces personnes qui peignent ces facsimilés. Alors, non pas que j'aurais pas pu les inventer moi, mais je trouvais que, en fait, plus je me documentais de cette manière, et plus la fiction se libérait, en fait. Hein. C'est l'inverse de ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on croit que plus on est documenté et plus le roman est étouffé, enfin, plus la fiction est étouffée sous le poids des datas, on va dire. Et moi, c'est l'inverse, en fait. Plus j'apprends, je capte des données, etc. Plus ces données m'emmènent ailleurs, plus mon imagination, plus elle parle à mon imagination, plus je peux faire de rapprochements, créer des analogies, mettre les choses en rapport. Et pour moi, c'est ça, écrire de la fiction. Vous parlez de ces trois livres-là, Naissance d'un pont, Réparer les vivants, puis Un monde Un monde à portée de main. Vous l'évoquez comme un certain triptyque. Est-ce que Ouais. c'est le cas? Parce que, bon, on parlait de... Non, Allez-y. il y a eu des livres entre ceux-là. J'ai écrit Tangente vers l'Est, par exemple, après Naissance d'un pont. Après Réparer les vivants, j'ai écrit À ce stade de la Oui, nuit. absolument. Un chemin de table aussi sur la cuisine. Et puis après Un monde à portée de main, j'ai publié un livre qui s'appelle Kiruna, et puis Canoë, vous voyez. Mais ces romans-là, c'est comme une arche, en fait, parce que c'est des romans que je trouve assez, en fait, qui participent d'un même geste littéraire, c'est-à-dire d'abord, c'est des,
c'est quand même des collectifs. Alors, dans Un monde à portée de main, on n'est plus focalisé sur un personnage, mais elle n'est pas seule. Ils sont trois, mais c'est surtout Paula Karst qui est devant, c'est vrai. Mais sinon, c'est quand même voilà, les êtres qui viennent travailler sur le chantier, l'équipe médicale et puis ce trio d'étudiants. Ce sont des collectifs, c'est un rapport au travail à chaque fois, un rapport à des formes d'apprentissage, des formes de métier. C'est un peu des romans de formation à chaque fois, je trouve. Et les romans sont construits un peu comme des trajectoires où il s'agit de conduire le récit dans un point, à un point que je connais avant de le démarrer. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de commencer un roman en connaissant la fin. Vous voyez, c'est un truc particulier. Je le ferai peut-être pas tout le temps, mais là, vous voyez, je savais que je voulais que le pont atteigne l'autre rive du fleuve. Je savais que je voulais que le cœur de Simon atteigne le corps de Claire. Et je savais que Paula, la jeune peintre, allait se retrouver dans le facsimilé des grottes de Lascaux 4. Et si vous voulez, c'est à chaque fois des trajectoires, des chemins. Ça c'est quelque chose qui les rend pour moi assez parallèles. C'est aussi des livres où le langage, pour moi, a été à chaque fois des formes, vraiment, je le dis, c'était très puissant pour moi, comme des initiations. C'est des romans d'initiation pour moi, des romans d'initiation à ma propre langue, des romans d'intronisation à mon français, notamment en allant chercher ces lexiques oubliés, ces mots écartés du roman. Et dans le dernier roman, Un monde à portée de main, c'est vrai que j'ai radicalisé ça aussi parce que c'est les noms des couleurs, les noms des marbres, les noms des bois, les noms des pinceaux. Vous voyez, j'avais à cœur, d'abord, il y avait une forme d'émerveillement, mais j'avais le sentiment, en fait, de me trouver en prise directe avec ma propre langue. Et là, il y a eu quelque chose d'assez puissant sur ce plan-là. Canoë, c'est différent. Vous voyez, pour moi, ça déboucle un espace romanesque, mais c'est un texte, ce sont 8 textes qui marchent ensemble, qui se parlent ensemble, qui sont connectés. C'est pour ça que je parle d'un roman en pièces détachées, mais néanmoins, le rapport à la documentation est moins intense. C'est des textes plus solitaires, plus rêveurs. Il y a quelque chose de plus disloqué qui relève, enfin pour moi, est assez homothétique de la période dans laquelle je les ai écrits, c'est-à-dire le confinement de 2020. Absolument. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques secondes. Simplement pour fermer la boucle de ce trio-là de naissance d'un pont, Réparer le vivant et Un monde à portée de main. C'est sûr que Réparer les vivants, ça a été un succès foudroyant. Là. Je veux dire, ça a été une montagne, une vague sans fin là, pour vous probablement, parce que cette histoire-là, ce 24 heures haletant dans la vie d'un cœur transplanté, justement, vous le disiez, de Simon vers Claire. Même chose avec un monde à portée de main où là, vous abordez une thématique qui est assez récurrente dans votre œuvre, l'adolescence, cette étape charnière dans la vie de tous et toutes. Qu'est-ce que cette adolescence-là représente? Qu'est-ce que l'adolescence comme thématique représente? C'est très riche. Bon, l'adolescence, c'est déjà aussi c'est le moment du passage, le moment du devenir, c'est le moment où on s'arrache du socle familial pour s'avancer dans le monde. C'est le moment où l'on n'est plus dans un espèce d'espace mental vertical avec l'autorité des parents, des profs, etc., mais où on se reconstruit plutôt latéralement avec ses copains, sa bande, qui ont également beaucoup d'influence. On est moins sous l'influence des aînés, qui soient des parents, que sous l'influence de ceux auxquels on veut ressembler, de ceux qu'on aime, de ceux avec lesquels on aime être. Ça, c'est hyper important. Et on se retrouve devant le rivage, une fois de plus, devant cette mer-là et tous les possibles. Exactement, ouais. Et je trouve aussi que c'est un moment de conquête aussi. C'est un moment où on essaye de savoir
c'est un moment où on n'a pas trop de contours, les contours sont pas définis, et il y a quelque chose aussi encore d'instable qui est assez beau, quoiqu'on peut aussi se dire que ces contours, ils restent indéfinis jusqu'à ce qu'on meure, jusqu'à la fin. Mais à l'adolescence, il y a l'idée vraiment du devenir, de l'éclosion, et ça, je trouve que c'est assez fort. C'est aussi des régimes de corps qui m'intéressent. J'aime assez essayer de pratiquer une écriture vraiment ancrée dans les corps, dans les gestes, dans les sensations, une écriture sensible. Et pour moi, voilà, l'adolescence, il y a quelque chose de très intense qui se passe justement dans ces corps qui explosent, qui tout d'un coup changent, qui se métamorphosent parfois totalement, et avec leur part de déchirure, et puis leur part de, oui, leur part de joie. Enfin, ça je trouve que c'est beau. Et c'est vrai que dans il y a vraiment dans Ni fleur ni couronne, il y a des adolescents, mais ils sont surtout là dans Corniche Kennedy, Dans les rapides dans les aussi. rapides, exactement, ouais, dans les rapides. Ben, Préparer les vivants, c'est aussi un jeune homme qui est Voilà. fauché à ce moment charnière de sa vie. Ouais. Et puis cette jeune fille, alors Paula Karst, là, c'est presque la fin de l'adolescence, elle Oui. bascule dans l'âge adulte, et ça, j'ai trouvé que c'était presque encore plus intense, et c'est quelque chose que j'aimerais retravailler, par exemple. Vous voyez, le moment où, pas 13 ans, pas 12-13 ans, mais 14, mais le moment plutôt qui s'étire vers 20 ans, et le moment vraiment là où on Mm. bascule, en fait, dans un monde qui est aussi assez rapidement un monde professionnel. Et ça, je trouve que c'est une émotion assez forte, en fait. Ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que ces trois livres, ils ont ça en commun aussi, de mettre en regard des jeunes. Alors, c'est vrai que le livre qui a eu le plus d'écho, d'accueil, c'est vraiment Réparer les vivants, hein. C'est un livre qui a été, pour moi, un tournant, alors vraiment important, alors qui s'est joué sur les lecteurs, là encore, hein, qui ont été très nombreux. Donc, mais aussi, beaucoup pour moi, ce que j'en tiens, c'est la question des adaptations, et surtout la question de la traduction. C'est un livre qui a été traduit et qui est encore traduit en une quarantaine de langues, vous voyez. Wow. C'est beaucoup des langues rares, le malayalam, le letton, l'iranien. Vous voyez, c'est quand même Formidable. c'est un livre qui est traduit en une quarantaine de langues. Et c'est vrai que il y a pour moi, ça a été fou, cette histoire des traductions. Et c'est d'ailleurs là où j'ai commencé à m'intéresser moi aussi beaucoup à cette histoire de traduction, et c'est quoi traduire un texte, etc. Il y a eu un moment, parce que ça a commencé avec Naissance d'un pont, et c'est vrai qu'il a été traduit en une dizaine de langues, mais c'était des langues plutôt européennes. Et puis là, ça a été quand même assez fou. Et puis la question des adaptations. Donc en fait, pour moi, c'est un roman que j'associe beaucoup à un texte qui a assez de ressources pour se convertir dans d'autres moyens d'expression, pour devenir un film, pour devenir une pièce de théâtre, puis une autre pièce de théâtre, et puis peut-être encore un film ou une comédie musicale, et puis peut-être des lectures, et, voyez, et puis d'autres langues. Enfin, ça, j'ai trouvé, vous voyez, la métamorphose, ce texte, comment il s'est reconfiguré. Ça a été très fort, en fait. J'associe beaucoup ce roman à cet épisode-là de ma vie. Oui, qui doit venir avec, en effet, plusieurs questionnements, puis Ouais. un regard différent sur la création aussi, j'imagine. Est-ce que ça a modifié votre façon d'écrire, Euh, d'envisager votre travail? non, ça l'a pas modifié. Non, euh, non, 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 ça ne l'a pas modifié. Mais ce que ça a modifié, c'est peut-être un- de manière, je pense, assez importante, un rapport aux littératures étrangères. Parce qu'en fait, euh, quand, quand on va à l'étranger pour présenter une traduction, on rencontre souvent des auteurs, vous voyez, d'autres pays. Et en fait, j'ai eu l'impression, y compris comme lectrice,
que le monde s'agrandissait. Et ça a eu une influence aussi sur mon travail, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ça a été important. Vous évoquiez un peu plus tôt le rapport au corps qui est très important. Ça nous mène vers votre plus récent ouvrage, donc ce très beau recueil de nouvelles Canoë, qui est paru au Québec en juin dernier, qui comporte 8 nouvelles, dont une principale, on l'évoquait un peu plus tôt, Mustang, des nouvelles qui font découvrir autant de femmes qui cherchent à s'ancrer d'une certaine façon. C'est un recueil où la voix humaine occupe une place centrale. Celle de jeunes qui célèbrent la fin de leurs études, celle d'une personne disparue dont on ne veut pas effacer nécessairement la voix sur le répondeur. Il y a cette voix d'une femme qui cherche à rendre sa voix plus grave pour la rendre plus crédible. Vous dites que c'est ce matériau-là, ce souffle qui vous a mené à l'écriture de ce livre-là. Expliquez-nous peut-être comment le projet est né. Alors, la voix humaine, c'est un peu un sujet, je dis d'emblée, c'est un peu un sujet pour moi, parce qu'au sens où c'est un peu comme le cœur, c'est-à-dire c'est physique, c'est des muscles, hein, c'est toujours les deux petits plis vocaux que l'on a au fond du larynx. Hein, donc, c'est vraiment un organe. Et cette dimension physique, eh bien, elle est évidemment très aussi symbolique, métaphysique. La voix, c'est évidemment la vocation, l'appel, c'est les voix qui reviennent, c'est la voix des morts, c'est aussi la voix humaine, c'est évidemment la voix des poètes. Enfin, vous voyez, c'est un thème, c'est un motif qui est très littéraire et qui m'intéressait depuis longtemps. Et en fait, quand je travaillais sur autre chose, mais j'étais déjà, je commençais quelque chose dont je me disais, je pourrais aller chercher ce motif de la voix humaine. Et puis, le confinement, ce qu'on appelle désormais le grand confinement de mars 2020 a commencé. Et, Au moment même où vous entamiez là, la rédaction de ce livre. et en fait, j'ai arrêté de faire ce que j'étais en train de faire. Et je m'en suis. En revanche, j'ai fait les textes sur lesquels j'étais engagée. Vous avez vu, il y a 3 petits textes qui ont été publiés avant la sortie du livre dans des revues. L'un dans une revue, d'ailleurs, de sciences sociales, un dans Le Monde et un pour Le Chemin Gallimard. Et en fait, je les ai tous travaillés en essayant de sonder cette histoire de voix humaine. Et vous voyez, ce qui a été fort aussi, c'est que c'était un moment où j'avais le sentiment que c'était extrêmement brûlant comme sujet, dans la mesure où, d'abord, le coronavirus s'attaquait au système respiratoire, c'est-à-dire finalement à ce qui est la chambre vocale, hein, les poumons, et que finalement il abîmait tout ça. Vous voyez, il s'attaquait là. Et puis, il y avait aussi l'idée que les voix étaient, enfin, les bouches disparaissaient sous les masques. Donc, finalement, le lieu de la vocalité, finalement, il était totalement obstrué. Et puis, enfin, il y a eu quelque chose aussi, c'était l'amplification du nombre de morts. Enfin, vous voyez, il y a eu aussi quelque chose qui a été finalement l'augmentation et puis de la mortalité, la recrudescence du nombre de morts, ça a été quand même très important. Et vous voyez, tout ça faisait que je trouvais que cette question de la voix humaine étant aussi pour moi ce qui est aussi la question de l'incarnation, la question de la présence, enfin, comme c'est du corps, en fait, vu que c'est un organe physique, c'est immédiatement d'incarnation qu'il s'agit. Et aussi dans cette période, j'avais le sentiment que le corps des autres s'était dérobé, on ne pouvait plus toucher les autres, mais on pouvait les entendre. C'est-à-dire que les autres, ceux qu'on aimait et dont on était séparés, nous atteignaient par la voix. Alors parfois pas que par la voix, notamment parce qu'il y a eu les Zooms et tout ça, mais beaucoup par la voix, parce que moi je me souviens vraiment de très longues conversations au téléphone. Je passais, on
on appelait beaucoup et finalement les autres étaient présents dans cette période par les voix. Donc en fait, à la fois la nature même du virus, cette histoire de barrière du masque, puis la surprésence de la mort et enfin le fait que les autres étaient présents dans nos vies par les voix, tout ça, ça a déclenché et ça a intensifié totalement l'écriture de ce livre. D'abord les nouvelles et puis à la fin ce texte Mustang que j'ai vu comme, je dirais pas couronnant l'ensemble, c'est pas l'idée de la couronne, mais se plaçant au milieu de cette constellation, hein, parce que c'est un texte qui fait la moitié du livre, c'est presque un petit roman, autour duquel circule, comme une planète centrale autour de laquelle circulent 7 satellites comme ça, qui sondent la voix humaine. Et ce texte-là, Mustang, je voulais raconter justement ce dont on parlait tout à l'heure, cette période où moi j'ai capté une fréquence de moi et j'ai entendu j'ai essayé d'être à l'écoute aussi de ce rapport au langage en fait, de cette émotion de l'écriture. Puis c'est ce qui arrive d'une certaine façon au personnage principal de cette nouvelle-là, qui entend enfin sa voix d'une certaine façon lors de ce cours de conduite automobile. Donc, c'est fort intéressant. D'ailleurs, la question de la voix, pour moi, est très présente dans votre œuvre. J'ai l'impression que vos livres sont faits pour être lus à haute voix aussi, pas par nous comme lecteurs, mais qui a cette capacité-là à être porté sur scène d'une certaine façon. Est-ce que c'est... Je fais aussi je fais moi-même des lectures à haute voix publique. Et c'est vrai que la lecture à haute voix, elle est à la fois une étape du travail littéraire et elle est aussi une manière de le partager quand le livre est publié. Une étape parce que, comme je le disais, je lis à haute voix les textes déjà pour les entendre et pour qu'ils existent déjà, parce que j'ai le sentiment qu'ils existent une fois que je les ai lus finalement, qu'ils sont activés. Et puis après, je les stabilise. Et puis une fois que le livre paraît, c'est vrai qu'une façon de partager la littérature, c'est de la faire entendre. Et c'est vrai que c'est assez fort pour moi. Je le fais vraiment volontiers. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une dimension orale dans tous mes livres parce qu'ils sont travaillés aussi avec la voix haute. C'est très important. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure de l'héritage, d'une certaine façon, de l'héritage familial. Ouais. Le temps file, il nous reste moins de 5 minutes. Il y a plusieurs éléments que j'aurais aimé discuter, notamment à propos de ce recueil de nouvelles dont on parle, le Canoë. J'invite nos lecteurs à y plonger. Il y a notamment une nouvelle qui se passe au Canada, à Toronto, dans le cadre d'un festival torontois. J'aurais aimé aussi aborder certaines thématiques qui sont très présentes dans vos œuvres, la musique, le cinéma. On parlait des adaptations qui ont été faites de certains de vos ouvrages. Donc, cette écriture très cinématographique aussi, parfois. Je vous laisse réagir à ce que je viens d'évoquer parce qu'on n'aura pas le temps d'y plonger plus On n'a longuement. pas beaucoup de temps, mais justement, je voudrais parler du Canada, en fait. Oui. Ça me fait plaisir de participer à ce festival parce que le Canada joue un rôle important dans ce texte, dans ce recueil, dans Canoë. Quand je suis venue à Montréal pour la première fois, je crois en 2011, je me suis pas mal baladée dans la ville. Et moi, je me souvenais des récits, notamment, mon mari était venu sur un cargo, il avait remonté le Saint-Laurent jusque là. Enfin, bon, j'étais là, j'étais vraiment très heureuse de voir cette ville. Et en me baladant, je suis tombée devant un magasin qui vendait de l'artisanat. Et notamment, il y avait un canoë, vraiment, un canoë traditionnel, beaucoup plus gros qu'une maquette, mais on dirait peut-être comme un Moïse, c'est-à-dire, vous voyez, les berceaux pour un enfant. Oui. Mais quand même, il est très grand. Hein.
Et alors, il est en écorce de bouleau, il est latté de cèdre à l'intérieur, il est complètement calfaté. Et je suis tombée un peu amoureuse de cet objet, jusqu'à faire ce truc assez dingue quand même, de l'acquérir et de l'envoyer en France. Vous voyez, là, Ah, j'ai OK. pas pu voyager avec. Je raconte ça dans Ontario. C'était une folie d'abord financière. Pas tant d'ailleurs l'objet lui-même que son acheminement en France, qui était hors de prix. Et puis une fois chez moi à Paris, quand il a été livré, voilà, j'avais ce canoë au milieu de chez moi. Et il est maintenant total, il est au plafond et voilà, il est dans l'entrée chez moi. Il y a ce canoë. Ah. Et j'ai fait des recherches sur ces canoës. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup émue, c'est l'idée que les canoës étaient justement des véhicules de messages, hein, notamment dans la région des Grands Lacs, avec justement le réseau hydrographique qui est très dense pour passer d'un lac à l'autre avec des espèces de justement de bassins affluents, la connexion justement des lacs entre eux, etc. Il y a tout un réseau de rivières qui faisait que voilà, pour aller d'un camp à un autre, on utilisait les Indiens notamment, et puis les êtres, voilà, les êtres qui vivaient, voilà, utilisaient, ont mis au point cet objet tellement souple, endurant, gracieux, et qui acheminait des messages, et qui m'est apparu en fait un peu comme une bouche, vous voyez, comme une bouche creuse Mhm. contenant des tas d'histoires. Et ça, je me disais, j'avais envie de le dire parce que il y a eu après je suis retournée ensuite voilà, à Vancouver, puis à Toronto. C'est un pays que j'aime énormément, hein, et voilà, que je trouve vraiment très beau, tout ça. Et pour moi, c'était très important à un moment que dans les nouvelles, il y en ait une vraiment qui atteste de tout ça, Mhm. de ces canoës, et aussi peut-être qu'ils fassent le lien avec la théorie de la fiction panier d'Ursula Le Guin, et notamment l'idée que elle pense que voilà, le premier artefact de l'humanité, ce serait un panier, mais ou peut-être une calebasse, ou peut-être un espèce de poche, un sac, etc. Et je me disais, voilà, pour moi, c'est oui, un bol, par exemple, et ça pourrait être une forme de canoë, c'est-à-dire un lieu qui à la fois, un objet qui à la fois permet de porter des voix, de faire circuler des histoires, et puis de les ramener chez soi. Vous voyez, je trouvais que c'était très beau, assez poétique. Voilà, donc ça c'est Absolument. pour l'histoire des canoës. Ah, c'est Et, une image formidable. Je suis obligé de mettre fin à notre entretien, mais c'est avec grand regret. on J'espère que... parlera des adaptations une autre fois parce que c'est un gros sujet. De toute façon, on n'avait pas trop le temps, mais j'avais envie de porter ce témoignage qui est aussi un témoignage d'amitié Ouais. pour le Canada. Ben, promettons-nous de reprendre cette D'accord. discussion ici même à Québec, dans une autre édition peut-être du Festival Québec en toutes lettres ou à la Maison de la littérature. Ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous, Mélisse de Kerangal. Merci pour vos univers que vous nous proposez depuis toutes ces années, qui nous amènent chaque fois dans des lieux formidables avec votre écriture haletante, formidable. Pour moi, il y a une parenté, je ne sais pas si vous la connaissez, mais notre grande écrivaine québécoise, Marie-Claire Blais, qu'on accueillait également au Festival Québec en toutes lettres cette année. Je trouve qu'il y a une parenté dans cette écriture, ce souffle-là. Donc, un grand plaisir, Mélisse, puis on se dit à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.